Alors merci beaucoup à Soraya, Marcos, Marc pour la belle invitation. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui pour vous parler de réflexivité, de soutien à cette réflexivité-là, au cœur donc d'un processus qu'on peut envisager sur le long terme, qu'on devrait en fait envisager sur le long terme, et c'est pour cela que j'ai intitulé la conférence « Soutien à la réflexivité au service d'un développement professionnel durable ». J'expliquerai un petit peu comment on peut concevoir cette durabilité et comment est-ce qu'on l'entend dans ce cadre. Puis, je vais commencer par vous livrer certains éléments de problématisation, vraiment pour camper l'importance du développement professionnel, bien sûr, mais aussi du soutien à cette réflexivité-là, et comment, comme accompagnateur, je vais souvent parler d'accompagnateur, plutôt que d'utiliser formateur de terrain et formateur d'institution, ça va juste me faire gagner du temps. Mais donc, comment, comme accompagnateur, on peut soutenir cette réflexivité dans notre travail d'accompagnement. Après, on verra également comment on peut joindre le travail de collaboration entre celui du formateur de terrain et celui du formateur d'institution. Alors, comme point de départ, on va parler de l'apprentissage du métier. Comment est-ce qu'on peut concevoir cet apprentissage? Est-ce qu'on est dans une transmission? Est-ce qu'on est justement plutôt dans un tissage, dans un soutien au tissage du métier? Et j'en profiterai pour faire un mini détour par la recherche. Je fais de la recherche sur l'accompagnement en contexte d'insertion professionnelle. Ça a été pas mal mes travaux de thèse. Et puis maintenant, je travaille beaucoup aussi sur la formation initiale. Donc, on fera un bref détour. Là, je ne serai pas très longue, mais simplement pour éclairer un petit peu cette question, cette importance-là de réfléchir sur nos conceptions quand on accompagne. Avec une visée commune, si on travaille aujourd'hui ensemble, c'est dans cette perspective de développement professionnel durable. Et comment faire justement pour soutenir ce développement professionnel? Eh bien, ce serait de passer par la réflexivité, le soutien à cette réflexivité que je vois en fait à la fois comme un outil, mais une fin tout à la fois. Donc, les compétences des formateurs, elles peuvent avoir une incidence sur le développement professionnel du futur enseignant. On le sait, certains auteurs vont même jusqu'à dire qu'on a une influence majeure quand on accompagne un stagiaire, que ça peut aller influencer les conceptions qu'il a de l'enseignement, son style aussi qu'il va privilégier quand il va accompagner, que ça va aussi parfois même modifier ses perspectives, ajuster ses valeurs, ses attitudes ou encore ses comportements. Donc, à partir du moment où on mesure l'importance ou l'influence qu'on peut avoir comme formateur, ça nous donne quelque part un peu l'alerte, le message de se dire comment est-ce qu'on procède, puis de se poser la question qu'est-ce qu'on veut pour la personne qu'on a en face de nous. Est-ce qu'on est en train d'accompagner en fonction de nos propres objectifs ou est-ce qu'on vraiment on s'arrime à ses objectifs et son évolution dans la carrière, mais aussi dans le développement de sa professionnalité. On sait aussi que le formateur peut avoir une influence certaine sur le développement du sentiment d'efficacité personnelle. Ça, c'est Amamou qui nous le dit depuis le dépôt de sa thèse, mais je suis certaine que je ne vous apprends pas grand-chose ici. On a une incidence évidente quand on accompagne un stagiaire. Et notamment, ça là va se traduire, on verra ce qu'on peut entendre par des postures d'accompagnement, mais dans les manières qu'on va adopter pour accompagner, et aussi à travers certaines, évidemment, compétences qui sont attendues de notre part comme formateur de terrain ou formateur d'institution. On le sait, il y a plusieurs compétences qui sont attendues de nous et elles vont dépasser la seule expérience en enseignement. Donc, autrement dit, il ne suffit pas, je vais le dire comme ça, d'être un enseignant chevronné ou un très bon enseignant pour être à même d'accompagner de façon adéquate ou avec prudence. Donc une des compétences, elle est relative vraiment à la pratique réflexive et à être quelque part finalement soi-même cet enseignant réflexif. Donc au plus évidemment on sera un enseignant nous-mêmes réflexif, au plus le stagiaire aura des chances de comprendre la portée de cette réflexivité, l'importance de cette réflexivité. Et donc on amène évidemment, on donne toute cette importance pour le formateur d'être lui-même cet enseignant réflexif. Pourquoi? Pour soutenir l'enseignant dans ce qu'il fait, mais aussi évidemment pour l'amener à pouvoir juger après l'efficacité de ses pratiques et les adapter pour ensuite évidemment optimiser ses effets. En d'autres mots, un enseignant réflexif a davantage de chances de devenir efficient plus rapidement. Et ce que je trouve intéressant, c'est pas tant cette notion d'efficacité, d'efficience que j'apprécie peu, mais c'est plutôt de se dire si on passe moins de temps à galérer au début de sa carrière, on va plus rapidement être focalisé sur les apprentissages des élèves. Donc, c'est en cela que je pense que c'est fort important de soutenir la réflexivité
Et pour ce faire, effectivement, il faut que nous-mêmes, on ait cette approche réflexive si on veut que le stagiaire le soit. On s'entend que la modélisation, c'est quand même ce qui fait en sorte que les stagiaires auront le plus de chances de l'être. C'est si nous-mêmes, comme enseignants associés, comme formateurs, on est réflexif à l'égard de notre pratique. Donc c'est quelque part un peu une mise en abîme. Hein. Si nous-mêmes on l'est, on a de l'espoir aussi que nos stagiaires, à un moment donné, puissent être réflexifs. Alors ça, c'est le fameux chemin que j'ai imaginé pour voyager avec vous aujourd'hui. La prémisse première qui est celle de savoir un peu d'où l'on part pour mieux savoir vers où l'on va ou ce que l'on fait. Donc d'où partent les formateurs? Alors je trouve important aussi de se questionner, tiens, c'est quoi mon expertise, toute mon expérience que j'ai envie de mettre à profit du stagiaire que j'accompagne. Et j'utilise ce terme, l'apprentissage, que j'ai découpé en deux, comme vous voyez, mais parce que je préfère au terme de transmission. La transmission, elle évoque pour moi un paradigme plus cognitiviste que socio-constructiviste. Et même si elle parle de transmission, Truffert-Moreau nous dit quand même, elle insiste pour dire que cette transmission du métier, elle va supposer de prendre du recul avec sa propre pratique, dans le but de déplier sa pensée. Puis là, je te cite, Soraya, dans ta thèse, tu dis l'importance de déplier sa pensée comme formateur pour la rendre accessible aux novices. On s'entend que si moi je suis au volant en train de conduire ma voiture, c'est très difficile d'aller dire comment je suis capable d'appuyer sur telle pédale à tel moment. C'est extrêmement difficile, c'est rendu un automatisme. C'est un peu ça aussi que vous faites comme formateur. Vous devez quelque part vous reprojeter en arrière pour réexpliquer comment on fait et comment ces routines-là nous arrivent. C'est extrêmement dur. Donc on s'entend, c'est de s'entraîner à déplier cette pensée-là, revenir à l'origine de nos choix, de nos manières d'anticiper, réaliser, évaluer et réguler son enseignement. Et donc, il est nécessaire pour les professionnels qui œuvrent à cette transmission ou cet apprentissage d'actualiser régulièrement leurs pratiques par, éventuellement, en identifiant, comme tu l'indiques, Soraya, aussi dans ta thèse, en identifiant dans des entretiens qu'on mène avec nos stagiaires si la réflexivité de ceux-ci est soutenue, oui ou non. Donc, vous verrez là, tantôt dans les données de recherche, moi ça m'intéresse beaucoup d'aller mettre mon nez dans les entretiens entre un stagiaire, son formateur, ou entre un mentor, un mentoré, plutôt tutoré, pour voir ce qui se dit et si effectivement on est en train de soutenir cette réflexivité-là ou si on est plutôt dans cette perspective de transmission au sens de je déverse mon savoir et mon expérience. Donc ça, c'est le début de notre parcours, puis on va y aller, sinon j'aurai jamais le temps de terminer. Mais on s'entend qu'on vise ce développement professionnel durable, j'en parlerai tantôt, à travers un processus ou un outil qu'on pourrait dire que je vois comme étant la réflexivité ici. Alors, comme amorce, je vais vous proposer, j'espère que ça va marcher sur le plan technologique, d'aller répondre à cette question. En fait, il y a deux questions que je vais vous proposer auxquelles je vais vous proposer de répondre. C'est d'abord, et j'espère que le IQ Code va marcher, s'il ne fonctionne pas, vous pouvez aussi vous rendre sur le site menti.com et insérer le code que vous voyez là pour aller répondre à cette première question. Pour moi, enseigner, c'est... Ok, super. Bon, écoutez, on va y aller sur accompagner, comme me suggère Soraya, c'est une très bonne idée. L'idée, en fait, que j'avais envie de vous proposer, mais vous pourrez faire l'exercice plus tard. Je pense que vous êtes inscrit dans une formation continue, donc il y aura d'autres occasions. Mais c'était intéressant de se questionner, je trouve, sur c'est quoi nos conceptions quand on enseigne, et là, évidemment, on pense à nos élèves, peut-être aussi quand on est en train d'accompagner, mais c'est intéressant de faire la distinction entre... Qu'est-ce qui est important pour moi quand j'enseigne? Ou par exemple, quand j'enseigne, je suis peut-être dans cette idée beaucoup plus de transmission. Et puis après, est-ce que quand j'accompagne, pour moi l'accompagnement c'est... Alors c'est intéressant parce qu'au plus le mot guider va ressortir, au plus grand ici va être représenté. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes ici dans la salle qui ont parlé de guidage, de partage, d'écoute. Alors après, c'est sûr, ça va dépendre de la façon dont on va le rédiger. Parfois, il y a des choses qui sont très très proches. Donc c'est vraiment intéressant ce qui ressort. Il y a le mot coacher quand même qui ressort aussi, l'écoute, le guidage, le partage. Vous voyez qu'il y a encore guide qui ressort ici, donc la façon dont on l'écrit, ça aurait été même encore plus grand. Donc je pense que le guidage et le partage sont vraiment ce qui ressort le plus dans les conceptions, dans vos conceptions de l'accompagnement. Alors merci de votre participation. Je vous laisse alors réfléchir à ces liens-là qu'on peut faire entre notre conception de l'accompagnement et de l'enseignement.
Et tout ça pour en fait arriver à l'idée que nos conceptions, elles vont vraiment aller beaucoup orienter ce qu'on va faire. C'est ce qui est ressorti dans ma thèse. En fait, j'ai étudié les postures et les compétences des accompagnateurs quand ils sont en train d'accompagner. Et avant de les écouter dans leurs entretiens, je leur ai demandé, tiens, comment est-ce que vous concevez votre rôle d'accompagnateur? Et ils nous ont répondu. Puis je vais pouvoir vous présenter quelques données dans quelques instants par rapport à cette question-là. Mais on verra en tout cas que les conceptions qu'on a quand on accompagne vont ressortir à travers nos actions, donc dans notre pratique. Donc déjà d'en être conscient, ça va nous permettre de davantage cerner les postures avec lesquelles on accompagne et puis après se dire, tiens, je suis peut-être beaucoup dans une posture de soutien et peut-être un peu moins dans la posture critique, mais j'y viens dans quelques instants. Merci encore de votre participation. Alors, il est clair, et vous le cernez au quotidien dans votre rôle de formateur, les stagiaires sont très souvent dans une attente de conseils, des conseils pratiques, des choses facilement applicables, des trucs pour que ça marche en fait. Souvent, dans l'urgence d'un stage, on n'a pas envie de s'éterniser à réfléchir, on a peu de temps pour réfléchir d'ailleurs, et ce qui va faire en sorte que vous, comme accompagnateur, vous aurez peut-être une tendance à livrer en fait rapidement une réponse, et peut-être que vous auriez eu envie de prendre plus de temps pour faire réfléchir la personne. Mais je prends toujours l'image on voit un enfant qui tente de nouer ses lacets et qui n'y parvient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Oh, merci Soraya. On le fait à sa place, même si je ne lui avais pas soufflé le mot d'avance, mais on va souvent sauter dessus. On aura cette tendance à venir l'aider. On pense en fait qu'on l'aide. Ça dépend s'il est en train d'apprendre, effectivement. Mais c'est un peu l'idée, c'est l'image que Bucheton donne, c'est on va souvent le faire à sa place, parce qu'il y a aussi une question, et qu'est-ce que ça vient chercher chez nous, c'est le fait de voir quelqu'un galérer quelque part. Là, je prends un peu l'extrême, et je prends un enfant, mais pour voir à quel point on peut sauter sur une personne qu'on voit avoir besoin d'aide, le faire à sa place, et je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de le rendre autonome, ni de le rendre réflexif. Donc, l'état émotionnel d'un débutant ou d'un stagiaire quand il est en stage va pouvoir l'amener à se placer dans cette position d'attente d'aide de votre part, pour obtenir dans le fond ce dont il a besoin, des idées, une méthodologie, une organisation, même parfois très concrètement une planification, des choses toutes faites. Il serait bien content là d'obtenir ce dont il a besoin pour en fait, comme dit Guibert et Père ou encore De Prit, mais pour faire équilibre, pour faire en sorte que la situation reste viable pour lui. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut rendre la situation non viable, ni invivable, mais plutôt se dire que peut-être le manque de sécurité à un moment donné peut être gagnant. Et donc, ça, à mon sens, c'est vraiment en considérant l'accompagnement, j'oublie de faire avancer mes apports, désolé. Donc, c'est à notre sens, à mon sens, en considérant l'accompagnement plutôt comme une activité d'apprentissage en soi, selon les apports de Jonard et Van den Bork, mais vraiment comme un processus dynamique adaptatif de construction, d'adaptation, de questionnement, de remise en cause et de développement des connaissances que le formateur a le plus de chances de justement se trouver et d'inscrire son accompagnement dans cette perspective pérenne de développement professionnel durable, parce qu'elle sera à ce moment-là adaptée aux besoins de la personne aussi. Vous avez probablement dans le cadre par exemple des stagiaires B, des stagiaires qui ne sont pas les mêmes qu'un stagiaire qui est là, qui a je sais pas moi, 19-20 ans et qui en est au début de sa carrière, de l'apprentissage de son métier. Donc on doit aussi se dire, tiens, mais de quelle façon je m'arrime à la personne, à parfois toute une expérience préalable, parce que sinon on peut aussi perdre énormément de temps si on procède de la même façon avec tout le monde. D'où l'importance de ce processus adaptatif et vraiment pour offrir quelque part un accompagnement qu'on pourrait qualifier d'accompagnement différencié. Je crois que vous avez eu les diapos à l'avance, donc je suis désolée pour mon animation qui ne suit pas toujours ma pensée, mais vous avez tout ça dans les notes. Alors après, ici, je trouve intéressant, c'est Andréane Gagné, une collègue de l'université de Sherbrooke, qui a regardé en fait chez les enseignants associés quand ils accompagnent un stagiaire, qu'est-ce qu'ils font, ou plutôt quelle est la perception des stagiaires par rapport à tous les rôles que les enseignants associés tiennent en fait. Et c'est très fort relié à leurs responsabilités bien sûr,
mais ils sont en grand nombre ici. Et vous voyez, si j'en cite quelques-uns, ce que je trouve intéressant, c'est vous ici dans la salle, il y en a certains qui sont formateurs de terrain, d'autres formateurs d'institutions, c'est de se demander, tiens, qu'est-ce que je fais moi? Quel rôle est-ce que je tiens là-dedans? Puis après, peut-être qu'on peut les regrouper, on pourra les regrouper en fonction des postures d'accompagnement, mais est-ce qu'on est là pour établir une relation avec la personne, l'accueillir, le soutenir et l'assister, le stimuler puis l'encourager, le renseigner à propos de son travail, permettre d'expérimenter quelque chose et de le laisser justement découvrir, planifier puis préparer avec lui, observer en situation d'enseignement. Est-ce que vous le faites tous quand on est formateur d'institution ou est-ce qu'on s'en remet aux formateurs de terrain? Puis quel est cet accès à la pratique? Donc comment est-ce qu'on gère cette observation, cette rétroaction après pour offrir de la rétroaction? Comment est-ce qu'on favorise une approche différenciée? Est-ce qu'on est là aussi pour assurer la conformité aux exigences? Là, on est peut-être plus chez le formateur d'institution. Collaborer avec le stagiaire, puis vous voyez que j'ai mis entre parenthèses, mais et le formateur. Donc, c'est sûr que là, elle parle en l'occurrence des formateurs de terrain, mais vous êtes comme formateur d'institution aussi amené à collaborer avec le stagiaire et le formateur de terrain cette fois. Fournir des ressources matérielles, didactiques, favoriser l'analyse réflexive, se former en tant que formateur de terrain. Donc tout ça, ce seraient les rôles qui sont associés aux formateurs. Ils sont vraiment nombreux. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, tiens, est-ce que je fais tout ça? Est-ce que je suis plus à faire certaines choses que d'autres? Puis est-ce que, j'imagine que le formateur de terrain, si je suis formateur d'institution, fait la même chose que moi? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait tous les deux, mais différemment? Je pense que partir de là, ça peut être une belle discussion aussi tout à l'heure dans les ateliers, de se poser la question. Puis là, j'en profite pour poser la question qui va être travaillée tantôt, mais en fonction de votre statut, que ce soit formateur d'institution ou de terrain, comment est-ce que vous percevez vos rôles et vos fonctions de formateur de terrain et d'institution par rapport à tout ça? Est-ce qu'il y a des choses qui se recoupent? Est-ce que quand vous arrivez dans le milieu en tant que formateur d'institution, par exemple, est-ce que le formateur de terrain a clairement en tête les rôles que vous allez tenir et inversement? Est-ce que la clarification de ces rôles vous paraît évidente? Puis est-ce que vous en discutez avec l'autre formateur? Je vous en parle parce qu'en fait, dans la collaboration, puis Liliane Portelance au Québec a beaucoup écrit et travaillé sur la question de la collaboration interprofessionnelle et on voit que la meilleure condition pour collaborer et apprendre et justement être capable de se parler dans un dialogue justement interprofessionnel, on pourrait dire culturel même, c'est d'être capable de clarifier chacun nos rôles et capable de se mettre à la table et de les identifier, ces rôles-là, puis d'en parler, que les choses soient claires entre chacun des formateurs. Alors, je me rends compte que j'aurais aujourd'hui remis les diapos dans un autre ordre. D'ailleurs, vous les avez peut-être dans un autre ordre devant vous. Et j'en profite ici pour vous rappeler, pour ceux qui ont eu cette formation-là avec Soraya, sur les types de soutien. Parce qu'évidemment, par rapport à toute cette rosace-là que vous venez de voir, en fonction des rôles que l'on tient, on va peut-être avoir une tendance à être plus justement dans l'accueil, le soutien, le fait de se dire je dois permettre au stagiaire de se sentir comme chez lui, ici dans ma classe. Ou alors, on va peut-être avoir une tendance, ici c'est un peu binaire, mais d'être plutôt dans le soutien à la pratique et très orienté sur planification. Je veux absolument qu'il suive exactement la même planification que moi. Je suis très proche de lui dans l'analyse de ce que je prépare ou de ce que la personne prépare. Et donc, les types de soutien, là, selon Enissen et ses collègues, ici, qui est synthétisé par Leroux, on espère en fait que les choses se complètent, mais on aura peut-être une tendance à inscrire notre accompagnement plus dans une dimension ou plus dans une perspective qu'une autre. Alors, on s'entend, moi j'ai travaillé beaucoup ça dans ma thèse, et ce que j'ai fait ressortir, c'est plutôt des postures d'accompagnement. Et je me suis inspirée en fait des écrits de Pellegrini, que vous connaissez peut-être, Sheila Pellegrini, qui est de chez vous, qui est une Suissesse, qui a travaillé sur les modèles et les perspectives de mentorat en contexte de formation initiale, justement. Or, moi, j'avais fait ma thèse en contexte d'insertion professionnelle. Donc, je me suis un petit peu inspirée de ce qu'elle a fait en formation pour aller éprouver quelque part un modèle dans le contexte de l'insertion professionnelle. J'ai retravaillé quelque part ces grandes
sa typologie à elle pour modéliser ici 4 grandes postures. La posture de soutien, celle de facilitation de l'agir, facilitation culturelle et enfin la posture critique. La première, c'est vraiment le support émotionnel, l'écoute, l'ouverture, l'encouragement. La seconde, on est vraiment dans plutôt on met l'accent sur les connaissances pratiques, avec une idée d'accompagner la personne dans l'acquisition de techniques, de ressources pour enseigner. La troisième posture, celle ici de facilitation culturelle, c'est vraiment d'aider la personne, le stagiaire ou le débutant, dans une meilleure compréhension de son contexte, donc toute la culture scolaire, comment ça marche à l'école, expliquer les politiques, les pratiques, parfois aussi des collègues, etc. Et la dernière posture, c'est l'accompagnement qui soutient et instrumente plutôt l'accompagner dans un processus réflexif. Je vous laisse un tout petit peu prendre connaissance là, parce qu'évidemment, chaque posture, je les ai détaillées en fonction de certaines, on pourrait dire, habiletés. Et c'est ce qui allait me permettre, moi, dans les entretiens que j'analysais, d'aller identifier, tiens, la personne, est-ce qu'elle est plutôt dans une posture de soutien ou critique? Et donc, c'est plutôt j'ai nommé ça des indicateurs, mais qui permettent d'aller se rendre compte de la façon dont la personne, finalement, endosse son rôle d'accompagnateur. Peut-être vous reconnaissez déjà dans l'une d'entre elles ou dans plusieurs d'entre elles. On s'entend que je vais vous montrer un extrait tantôt pour un peu vous illustrer tout ça, mais on n'est pas nécessairement dans une posture unique, puis on peut bouger aussi. On peut adopter plusieurs postures en même temps, on peut en fonction de la situation ou du stagiaire que l'on accompagne, adopter des postures différentes. Et donc je vous parle de posture depuis tantôt mais j'aime ça quand même expliquer ce que j'entends par posture, mais pour moi, les postures, ça correspond vraiment à des manières de s'acquitter de son rôle. Donc, on n'est plus dans le qu'est-ce que je fais, mais aussi plutôt comment je le fais. C'est sûr que quand on a vu les indicateurs, ce sont des actions, mais on peut accompagner en étant plus en train de faire du soutien que de la critique. Et donc, ça renvoie à des manières de s'acquitter de son rôle qui vont être manifestées par des façons d'être, des façons de faire, et qui sont caractérisés aussi par des principes éthiques. En arrière de tout ça, on a des valeurs, il y a des choses qui motivent nos actions et qui vont aller marquer l'accompagnateur donc d'une certaine empreinte. La posture, elle renvoie aussi à une conception dominante que l'on se fait de son rôle, d'où le petit exercice du nuage de mots. En arrière de la posture, on a donc une conception de l'accompagnement. Pour moi, accompagner, c'est transmettre, guider, partager. Et en plus de ça, la posture est aussi orientée par des intentions. Alors, je vais faire défiler les apports ici. Mais bien sûr, on peut avoir une conception de l'accompagnement comme, par exemple, pour moi, c'est important de soutenir la personne émotionnellement. Et puis, dans l'instant, on voit qu'en fait, cette personne-là, elle est très solide sur le plan émotionnel et qu'on peut aller plus loin avec elle. Donc, dans l'action et dans la situation très précise, on peut, à certains moments, au moment de la situation qui va être vécue, avoir d'autres intentions pour la personne à ce moment-là. Et donc, c'est ces dimensions-là qui vont venir caractériser, donner quelque part une teinte à la posture. Donc, à la fois les conceptions que je me fais de l'accompagnement, mais aussi l'intention que j'ai pour cette personne X ou Y qui est devant moi avec tout son bagage et ce qu'il m'arrive. Parfois, je vais devoir détourner simplement mon accompagnement. J'avais envie de soutenir sa réflexivité, mais ça a été juste impossible à ce moment-là. Donc, mon intention en arrière, quand on amène la personne en entretien à dire « Tiens, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Et pourquoi tu le fais? Pourquoi c'est important pour toi ?» Là, on touche aux intentions. Et on voit que parfois, c'est obligatoire que ça se détourne. Et puis tant mieux, ça veut dire que comme accompagnateur, on est capable de s'adapter. Même si on a une conception qui, elle, peut rester comme une toile de fond et qui va quand même caractériser de manière assez générale notre accompagnement. Ici, j'ai envie de vous laisser aussi une minute ou deux pour répondre à ces quelques questions. Quelles sont les habiletés? Je peux vous replacer la diapo avec les postures. Dans quoi est-ce que vous iriez inscrire ou comment analyser votre accompagnement? Dans quoi est-ce que vous pensez vous retrouver le plus souvent? Quelle est la posture la plus importante à vos yeux?
Est-ce que vous pensez justement varier soit vos habiletés, soit carrément la posture selon les stagiaires? Est-ce qu'il y a des moments ou des situations qui appellent certaines habiletés plus que d'autres? Et est-ce qu'il y a des habiletés qui vous paraissent plus directives que d'autres aussi? Alors je vais vous replacer là. Vous les avez les questions, je pense, hein, dans votre diapo. Je suis désolée, je ne sais pas mettre les deux en parallèle, j'aurais peut-être dû le faire. Mais je vous propose de regarder ici, de se dire, tiens, est-ce que, comme ça, d'emblée, évidemment, on n'est pas en train d'analyser ce que vous faites, hein, ça pourrait être intéressant de se filmer, puis d'analyser un petit peu dans vos échanges avec vos stagiaires, tiens, est-ce que je suis plus souvent en train de l'encadrer, de l'encourager, d'aider à se connaître lui-même, à identifier ce qu'il fait? Est-ce que je suis parfois en train de l'encourager à faire des choses nouvelles, à être dans l'innovation, à mettre à l'épreuve parfois ses savoirs théoriques? Ou bien je suis fort axée sur la tâche, puis c'est correct, hein, mais est-ce que je suis très axée sur le pédagogique, le didactique, la planification, faire comme moi dans ma classe pour surtout pas que les élèves soient perturbés? Et c'est correct aussi. Ou est-ce que je suis beaucoup à l'ouvrir, à ouvrir la porte de la classe et emmener mon stagiaire rencontrer d'autres profs, voir un peu à l'extérieur qu'est-ce qui se passe dans le contexte plus large que juste la classe? Puis vous allez me dire, mais bon, un stagiaire en difficulté, ça va être difficile de l'emmener là-bas. Moi, c'est sûr que c'est le cadran en bas à droite hein, que j'aurais envie de soutenir parce que c'est là où on va être le plus en train de soutenir l'autonomie, l'émancipation du stagiaire, hein, de s'en aller un peu de vous, de se décrocher. Mais parfois, c'est trop tôt pour lui. Donc, on sera dans autre chose. Et à certains moments du stage, c'est possible. À d'autres pas. Donc là, je réponds un petit peu aux questions. Hein. Mais vous voyez que c'est intéressant, je pense, d'avoir simplement un cadre de lecture. Puis, vous aurez peut-être l'occasion tantôt dans les ateliers d'aller en parler. Soraya, je crois que j'ai oublié de lancer mon timer. Ouais. Le coup classique. Est-ce que tu sais? Oui? OK. Voilà, alors je vais passer, je vous disais tantôt, là, le lien, j'aurais pu Ah, c'est chouette, OK, super, oui, c'est parfait. Le son, par contre, j'ai l'impression que c'est pas super. Oui, ça va? OK. Alors, ici, tantôt, j'avais vraiment le goût là, de faire réémerger les conceptions, puis ici, dans ma thèse, j'ai vraiment travaillé, donc comme je vous dis, en contexte d'insertion. Donc on s'entend ici, ce sont des données qui concernent les tuteurs, mais je pense que la réflexion, elle est valable quand on accompagne au sens large. Et l'idée, c'était vraiment ici de vous montrer le lien très fort entre les conceptions et les postures lorsqu'on accompagne. Alors, chez les mentors que j'ai interrogés, on voit apparaître vraiment 3 grands rôles. Quand je les questionne sur, hein, pour vous, c'est quoi accompagner? Comment est-ce que vous définiriez ça, l'accompagnement? Ils nous répondent par ce qui est en couleur là à droite. Hein. C'est être à l'écoute de la personne, c'est être là pour elle, avec elle, le soutenir, la supporter, transmettre ses connaissances, partager une expérience, valider, montrer une façon de faire, conseiller, ou encore aider à observer et trouver des solutions, puis aider à révéler son potentiel, questionner, susciter la réflexion. Donc moi là, c'est sûr, vous voyez que ça a déjà fait l'objet d'un regroupement, mais qu'on voit qu'il y a quand même 3 grands rôles qui ressortent, celui du soutien, celui de la facilitation de l'agir, hein, dans le soutien de la tâche enseignante, et enfin la posture critique là, que vous voyez en mauve. Donc ça, c'est les 3 grands rôles qui ressortent. Puis la question qui leur avait été posée, c'était bien évidemment comment vous voyez votre rôle, comment vous voyez l'accompagner par rapport à vous. Hein. Et quand on leur demande justement comment est-ce qu'ils voient l'accompagner, est-ce que c'est quelqu'un en dessous d'eux, derrière eux, à côté d'eux, c'est parfois intéressant aussi de voir cette image-là. Est-ce que c'est quelqu'un à qui je donne la main, hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui doit me suivre? Est-ce que c'est quelqu'un que je pousse, hein? On peut, quand on se questionne sur la position, notre positionnement par rapport à la personne qu'on accompagne, on a déjà un peu des réponses par rapport à nos conceptions, la façon dont on conçoit l'accompagnement. Et il répond c'est vraiment dans un rapport d'égal à égal. Mais on s'entend ici, c'est en contexte d'insertion, donc on est en contexte beaucoup plus collégial que quand on est en formation initiale. Donc, très probablement que le formateur de terrain nous répondrait autre chose et le formateur d'institution encore autre chose. Alors, comment ça se traduit? Des petits extraits de verbatim, hein, mais donc le soutien, ils disent « Je suis à côté de la piscine. Si tu cries,
je vais être là. Tu sais nager, tu es correct, donc vas-y tout seul. Mais je ne suis pas loin. S'il y a quelque chose, tu cries, tu hurles, tu fais des grands signes, je vais aller te chercher. Je serai là pour te sauver. Hein? Mais encore, je trouve qu'il y a quand même une belle occasion de prendre son envol dans ce qui se transmet là. Si tu as besoin que je retourne dans l'eau, là, on est dans plutôt l'aide, la facilitation de l'agir. Là, on était dans notre cadran en haut à droite. Si tu as besoin que je retourne dans l'eau avec toi, je vais y aller. Tu sais, ça ne me tente peut-être pas tant que ça, mais au besoin, je peux y aller. Je peux te remontrer comment on fait. Et puis, quand on est plutôt dans la critique, ce n'est pas un accompagnement à te dire quoi faire. C'est de dire, tu as un bac, tu as des stages, tu as de l'expérience. Elle n'est pas grande, mais tu en as. Tu as eu des profs, tu as observé, tu as des voisins, tu as toutes ces ressources-là en toi. Comment peux-tu aller les chercher? On voit, donc ça, c'est les réponses des personnes qui ont été interrogées par rapport à leur conception de l'accompagnement. Et puis après, j'ai replacé celle-là parce que je voulais vous faire un petit exercice. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Je devrais cacher avant de vous parler parce que vous êtes les yeux dessus. Mais donc, après avoir interrogé les personnes sur comment est-ce que vous concevez l'accompagnement ou votre rôle là-dedans, ce que je me suis amusée à faire, comme je disais, c'était d'analyser vraiment les échanges entre eux. Qu'est-ce qu'ils se disent? Puis est-ce qu'on peut aller observer et déceler certaines postures quand ils accompagnent? Et ici, j'ai mis en gras certains éléments, puis je vais vous laisser les deviner. Il y en a 2 des postures ici. Là, je peux vous remontrer mon cadre, mais ce serait plus facile d'avoir le cadre. Donc si vous avez les 4 postures sous les yeux, ça va être facilement identifiable, je crois. Donc ici, Noémie, on a l'accompagnatrice qui dit « Si je te demande d'évaluer ton premier trimestre, si tu avais, toi, à t'évaluer par rapport à ton travail. » Puis Chloé, c'est une bonne question. Mettons sur 10, je dirais 7. Ah, c'est beaucoup quand même. Noémie, c'est toi, c'est ton auto-évaluation. Elle rigole. Parce que là, la question qui va suivre, c'est pourquoi? Alors Chloé qui dit, c'est ça, j'essayais déjà de penser pourquoi je me donnais un 7, mais c'est parce que dans le fond, je pense que j'ai réussi à atteindre plus que la moitié des objectifs que j'avais pour mes élèves. Et que ça fait que, alors c'est très québécois, ça fait que je suis en haut de 5 pour moi. Et là, on voit Noémie passer dans du Puis là, blablabla. Oui. Puis là, Chloé, on voit que ça se déroule là, davantage. Et Noémie, l'accompagnatrice, moi je focalise beaucoup sur l'accompagnateur, elle répète. Elle dit le mot « importante ». OK, à côté de certaines choses qui sont importantes. Importante. Puis plus ça va, oui, je m'habitue, puis je me rends compte, tu prends confiance. Puis là, Noémie reprend, mais c'est quand même très bien à la 7. On te sent bien, je te regarde, on se voit au quotidien, je te sens bien, je te sens vraiment à ta place. Tu sais, tu n'as pas l'air d'être dépassé, tu as quand même plusieurs défis dans ton groupe. Puis je te trouve très à la hauteur. Alors, qu'est-ce que vous voyez là comme posture par rapport au cadran là, que j'ai pu vous présenter? Ça saute aux yeux quand même, Soraya qui fait attends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer? Une double posture? Je sens qu'Alexandra a la réponse, non? Oui, alors je dirais posture critique d'abord et puis après de soutien. Oui, excellent. On est vraiment dans la critique. On demande à la personne de s'évaluer puis de nous dire exactement quoi. Puis elle est un peu perdue. Puis on ne s'arrête pas juste à aller dire qu'est-ce que tu penses d'eux. Mais c'est pourquoi, évidemment, on va chercher plus loin. Et puis, on voit quand même, et parfois simplement avec des choses très, très courtes. Oui. Là, on est dans l'écoute. On laisse la personne venir. Et c'est fou parce que, moi, je trouve ça assez parlant de voir que Chloé, elle s'ouvre à ce moment-là. Elle parle davantage. Et c'est probablement quand on se détache un peu et qu'on écoute que la personne va être amenée à davantage parler. Alors là, ça c'est vraiment l'analyse très très fine, on est dans le mode recherche. Mais qu'est-ce que j'ai vu moi chez les 4 cas? J'avais analysé 4 cas dans la thèse, puis je ne veux pas vous étourdir avec ces barrettes-là, mais c'est qu'on voit en fait que les conceptions des personnes sont clairement reliées à ce qu'ils font, ce qu'ils manifestent. Donc en fait, dans les barres ici, ce sont les postures adoptées, donc ce que j'ai pu voir dans les entretiens. Et à droite, vous retrouvez ce qu'il disait en amont de l'accompagnement, en entretien initial, ce qu'il me disait qu'il faisait. Et donc, on voit clairement apparaître la posture chez tous de soutien, c'est la posture bleue. Puis, je vous dirais que c'est pas mal la base, parce que si on n'a pas ça, si on ne crée pas la relation, et là, je ne vous apprends rien, avec les élèves, c'est la même affaire. Si on ne crée pas la relation, ça va être difficile de s'en aller vers quelque chose de plus critique. Et c'est intéressant parce qu'ici, on voit quand même la critique ressortir beaucoup, à savoir les barrettes mauves.
Mais les barrettes mots, vous voyez que ça va dépendre aussi des accompagnateurs. Et là, c'est important, et c'est pour ça que dans une étude de cas, dans une thèse, on peut aller très loin dans la compréhension de se dire, tiens, pourquoi au départ c'est très fort, pourquoi après c'est moins fort. On s'entend que ici dans mes diades, hein, à chaque fois c'est des diades mentor-mentoré, ou plutôt tuteur-tutoré. Il y en a par exemple, il y a un étudiant qui était, un nouvel enseignant qui n'avait pas été formé pour sa discipline qu'il enseignait. Donc forcément, son accompagnateur, en début de carrière, est beaucoup dans la facilitation de l'agile. Donc là, on va voir beaucoup ça au départ, et peut-être un peu moins de disponibilité, de possibilité d'être dans la réflexion. Donc tout dépend, ça c'est pour vous dire à quel point le contexte et l'histoire des personnes est importante à considérer. Et c'est sûr que c'est l'idéal d'être dans de la réflexivité, de la critique, mais parfois c'est important de passer par d'autres choses avant, et c'est en tout cas essentiel de passer par du soutien émotionnel, et en tout cas de bâtir une relation. Voilà. Alors ici, pour terminer ce bout-là, ma petite question, puis vous aurez toute l'occasion aujourd'hui dans la journée, même plus tard, c'est de voir est-ce que vous faites des liens justement entre ce que vous avez répondu au départ dans le nuage de mots, votre conception principale quand vous accompagnez, avec les postures que vous pensez adopter dans votre pratique. Si vous voulez aller plus loin dans ce que je vous explique là, dans les données de recherche, le lien entre conception et posture, je vous ai identifié là 2 textes que vous pouvez aller regarder. Le premier, c'est vraiment en contexte d'insertion professionnelle, c'est plutôt les issus de ma thèse de doctorat. Et la seconde ici, c'est qu'on fait une recherche actuellement sur le contexte de stage. Donc on est en train de voir justement c'est quoi les postures que les prafos, les formateurs de terrain adoptent. Et puis on a focalisé sur un cas, parce que c'est difficile dans un court texte, dans un chapitre, de tout présenter. Donc là, vous allez voir le cas de Mario qui est explicité dans ce chapitre-là. L'ouvrage est sous presse, là il va se retrouver chez Debout bientôt. Alors, je reprends mon fameux chemin. Et on achève l'apprentissage du métier pour aller sur le développement professionnel durable. Je passe peut-être du coq à l'âne, mais ce que je trouve important aussi quand on accompagne, puis en formation initiale, c'est toujours évidemment de se dire la carrière, elle ne s'arrête pas à la fin de la formation. C'est un projet inachevé, comme dit le ministère au Québec là, dans son nouveau référentiel des compétences. C'est de se dire, oui, OK, on est amené à évaluer les compétences des stagiaires qu'on a en face de nous, mais c'est aussi de se rappeler qu'en fait, c'est quand même un projet basé sur le long terme. Hein? Donc, on sait qu'on construit les fondations de notre intervention en formation initiale. On va construire encore, c'est Mukamura Andrews qui nous disent, attends, ça continue en insertion, même si souvent, puis je suis désolée pour cet éclair, mais c'est souvent ce que les stagiaires pensent, c'est que c'est terminé une fois qu'on a fini la formation, on peut tout jeter, et enfin, la vraie vie commence. Et évidemment, après, il y a cette mise à jour, et c'est le perfectionnement, l'innovation, on s'entend, c'est avec la formation continue, où on passe de maître à expert, où on contribue enfin au progrès et à la profession. Mais ce que j'aime surtout, c'est de se rappeler qu'on est dans une construction ici. La construction des fondations continue de se faire en insertion. Et donc, je trouvais ça intéressant de se questionner sur le processus durable. Je n'avais jamais pensé au préalable de la conférence ici, de sa préparation, de penser à un développement professionnel durable. Mais en fait, comme dans la crise climatique, c'est souvent une crise qui va appeler justement à ce qu'on pense à des changements. Et on s'entend, on a parlé de développement durable à partir du moment où il était urgent d'y penser, et donc en fonction de la complexité d'une situation. Puis pour le développement professionnel, pour les enseignants, on le sait, la pénurie, c'est une situation de crise. Hein, le fait qu'il y ait tellement d'enseignants qui quittent la profession, mais ça nous appelle à parler justement d'un développement professionnel durable, que moi je vois vraiment selon ce continuum. Hein. Donc on commence en formation initiale, mais attends, t'énerve pas à vouloir tout maîtriser en première année de ta formation. C'est peut-être un peu bizarre ce que je vous dis là, mais moi j'aime ça qu'on inscrive les stagiaires dans cette perspective. Hein, ça fait baisser la pression aussi. Puis c'est important aussi d'avoir ce dialogue-là entre prafos, d'une année à l'autre aussi, en formation, en institution. Et ce que je trouve fort intéressant, mais évidemment ça nécessite des changements, ou en tout cas des dispositifs
plus transversaux, mais par exemple un journal de bord en stage ou un plan de développement professionnel qu'on complète en formation pourrait être réinvesti en insertion professionnelle. Et que le stagiaire qui initie des choses en formation, justement, ne se dise pas maintenant c'est terminé, je passe à autre chose, mais j'allais dire traîne avec lui, c'est un peu québécois, mais qui prenne avec lui tout ce bagage-là qu'il a et qui fait état en fait du développement de ses compétences professionnelles. Et donc, on parle de durabilité des compétences, des savoirs. On n'est pas dans l'environnement, mais on parle évidemment d'inscrire cette durabilité au niveau des compétences, des pratiques, des savoirs qu'on tente de faire apprendre aux stagiaires. Et puis, cette durabilité, elle va s'appuyer donc sur l'exploitation de ressources personnelles, cognitives, pédagogiques et institutionnelles. Et là, je pense que les institutions ont beaucoup à réfléchir par rapport aux initiatives, mais parfois très concrètes, qu'on lance en formation initiale, mais pour les reprendre quelque part en insertion professionnelle. Si vous êtes intéressé, j'ai donné une conférence là-dessus. Je pensais que ça avait été filmé et transmis. Ce n'est pas encore le cas, mais ça a été filmé. Donc, vous l'aurez un jour. Vous pouvez aller sur le site du CRIFPE et voir en tout cas le diaporama, si jamais ça vous intéresse de voir un peu les initiatives qu'on peut penser pour être dans cette articulation et dans ce développement professionnel continu. Et la question là qu'on peut se poser, qui est tout à fait en lien avec ce que vous allez travailler aujourd'hui, c'est mais quelles sont les ressources justement entre le terrain et l'institut de formation pour soutenir cette entrée dans le métier? Il y a beaucoup de choses à faire, je pense encore. Et malheureusement, c'est encore considéré comme deux silos très à part. Alors ça, je vais peut-être aller un peu plus vite parce que ce sont des définitions, mais simplement que le développement professionnel, ça ne se fait pas tout seul. Le stagiaire, il n'est pas seul. Il est dans un environnement qui doit lui permettre aussi de se développer, sa haute école ou l'école dans laquelle il a inscrit son stage, dans laquelle il effectue son stage, et que ce développement professionnel se fait dans l'altérité. Et vous me voyez venir, c'est vous là. C'est le fait qu'il y a un tiers qui est là pour soutenir ce développement-là. C'est impossible d'y aller tout seul. Et ce développement professionnel, c'est un processus par lequel le praticien va prendre conscience de ses forces et de ses limites, et que cette visée professionnalisante, quelque part, elle exige un engagement de la part du praticien dans un processus de pensée réflexive. Donc on est vraiment là au cœur de ce qui nous rassemble aujourd'hui. La question ici, c'est plutôt comment jeter des ponts entre terrain et institution au service du développement de cette réflexivité chez les stagiaires. Puis je suis mauvaise parce que j'y réponds pas. Je lance les questions et puis en fait vous allez pouvoir les travailler en atelier. Cette collaboration, j'en ai parlé tantôt, je vais aller rapidement, mais pour se dire que la formation initiale, elle exige, vous le savez, elle pose des exigences en termes de collaboration et l'insertion le fait tout autant, le demande tout autant, et on sait que cette collaboration entre les formateurs, entre Prafo et Profo, va être essentielle et va être en fait un gage de qualité de la formation du stagiaire. Donc, c'est bien important de tenter de connecter puis de dialoguer ensemble. Et pourtant, on sait que les deux milieux, milieu de l'institution et le milieu scolaire, sont quand même marqués par des valeurs, des codes, des comportements, des pratiques, un rapport au savoir qui sont pas tout à fait les mêmes, qui sont, j'ai même envie de dire, assez distinctes, différentes. Et donc, on voit qu'il y a certains défis, certaines conditions, par contre, qui peuvent favoriser cette culture, cette collaboration interprofessionnelle. Ça va être d'informer le stagiaire, quelles sont les attentes à son égard, de communiquer entre le formateur d'institution, le formateur de terrain, de clarifier les rôles, de tisser des liens, fixer, observer des règles. Et là, c'est ce qui marque les deux cultures, mais il y a trop, là je me rends compte que j'en mets toujours trop dans les diapos, mais ici, là, c'est vraiment pour comprendre à quel point les milieux avec lesquels, qu'on essaie de connecter sont tellement différents. On a d'un côté vraiment la recherche, l'enseignement c'est certain, mais quand même une notion d'excellence à l'université ou dans le milieu de formation, le développement, la diffusion de connaissances, l'encadrement de nos étudiants, une formation professionnalisante. Et dans le milieu scolaire, là, il y a évidemment une prépondérance des savoirs pratiques. C'est comment on fait. Il y a des routines, des schèmes d'action. C'est ça qui nous guide. Et
c'est sûr qu'il y a peut-être une remise en doute un peu des connaissances issues de la recherche. Est-ce que vraiment on lit des textes de recherche tous les jours comme enseignant? Ben non, on n'a pas le temps. L'élève et sa réussite, c'est vraiment ce qui occupe nos préoccupations, c'est ça qui est au cœur de notre action. Donc on a au cœur de nos préoccupations pas nécessairement les mêmes choses. Et pourtant, on est amené à collaborer. Donc c'est complexe, mais c'est aussi intéressant de se rappeler qu'est-ce qui distingue nos rôles, justement. C'est de connaître la pratique quand on est le formateur de terrain, de guider le stagiaire dans la conception de ses planifs, de le soutenir dans la compréhension des programmes, de l'encourager à éprouver cette applicabilité des savoirs. Et ce n'est pas si facile, parce que est-ce qu'on sait quels sont les savoirs qui véhiculent dans l'institut de formation? Pas sûr. Même chose pour le formateur d'institution. C'est difficile parfois de savoir ce qui se passe dans les cours théoriques à l'université, à la haute école, pardon. Donc comment faire ces liens et comment aller après inciter le stagiaire à faire des liens justement entre la théorie et la pratique. Donc je pense qu'il y a aussi des initiatives en institution qui devraient être faites pour que les superviseurs, je vais dire les formateurs d'institution, sachent un peu qu'est-ce qui se passe dans les cours, sur quoi est-ce que je peux me baser pour aller faire réfléchir le stagiaire. Donc là, c'est vraiment, ça s'inscrit là dans une approche programme qu'on appelle, et d'ouvrir un peu la boîte pour aller comprendre ce qui se fait, pour être capable de faire ces liens-là. Et j'aime beaucoup cet extrait-là de Liliane de Portelance et ses collègues qui ont travaillé beaucoup sur la collaboration, de dire que la collaboration entre les deux formateurs va reposer notamment sur leur connaissance des rôles de chacun, des contextes, et pourquoi pas des cultures, de parler par rapport à ces divergences, ces distinctions, et sur la reconnaissance aussi de l'expertise du partenaire. On n'est pas les mêmes experts. On doit reconnaître, comme formateur d'institution, l'énorme expérience et l'expertise des formateurs de terrain. Et de l'autre sens, comme formateur comme formateur de terrain, se dire, le formateur d'institution, c'est la meilleure personne, justement, qui est capable de me dire qu'est-ce qui se voit dans les cours, qui est capable d'être ce médiateur, comme dit Correa Molina, de médiateur de savoir pour être capable de, justement, articuler théorie et pratique. Si vous voulez aller plus loin, il y a un texte intéressant sur la collaboration, on s'entend, c'est par rapport à l'organisation des stages, mais ça met vraiment de l'avant les défis, les conditions là relatives à la collaboration interprofessionnelle dont je vous ai un petit peu parlé il y a quelques secondes. Puis, il y a une conférence qui dure une trentaine de minutes, je crois, entre 30 et 40 minutes, intéressante de Liliane, qui en parle à Mons là tout récemment. Je parle de Liliane comme si c'était ma copine, mais ça a été ma directrice de thèse, donc voilà. Je vous incite vraiment à lire, elle a beaucoup écrit sur la collaboration, elle est très intéressante. Pour y arriver, la réflexivité, puis là, je te demanderai, Soraya, il nous reste... Ah, c'est bien, merci. Je vais prendre une gorgée d'eau. D'accord. En fait, c'est ça. C'est le cœur de la conférence, puis j'arrive à la fin. J'espère ne pas l'escamoter. D'abord, un petit peu conceptuellement, comment est-ce qu'on voit et qu'on considère cette réflexivité. Probablement, vous vous êtes dit, pourquoi la conférence, on ne parle pas de réflexion, de réflexivité, est-ce qu'il y a une différence? En tout cas, les chercheurs, ils en font des différences, puis ils s'amusent parfois bien longtemps à décrire là conceptuellement, qu'est-ce qu'on entend par réflexion, réflexivité. Eh bien, la réflexivité, on pourrait voir en fait qu'elle va demander des habiletés métacognitives. Donc, on n'est pas juste en train de réfléchir sur ce qu'on fait, donc cette fameuse réflexion dans et sur l'action dont Schoen et Ergris nous parlent. On est dans quelque chose de plus méta. Elle va supposer une méta-réflexion, un regard quelque part sur sa façon d'agir, sa façon de réagir, sa façon de comprendre les choses. Et donc on est vraiment dans ce pas de recul par rapport à nos actions. Et évidemment, nos actions, il y a toujours un raisonnement à la base de celle-ci. Mais ce raisonnement est tellement rapide, tellement ancré que bien souvent on le néglige. Et donc, après, si on amène la personne à analyser sa pratique, justement à développer cette réflexivité, on va l'amener à mettre en mots, ça va être important de mettre en mots cette pratique-là. On parlait tantôt de déplier sa pensée, d'écrire ce qu'on fait. Mais pour après, évidemment, venir toucher à des choses plus fondamentales. Mais ça passe par cette mise en mots.
Et un ajustement de pratique, si on veut aller ajuster ce qu'on fait, il va falloir prendre ce recul, mettre en mots, expliciter, c'est quoi les règles ou ce qui sous-tend notre agir. Donc, est-ce qu'il y avait des objectifs? Est-ce que tu as eu une stratégie? Il y a parfois certaines valeurs idéologiques qui sont en arrière de chacune de nos actions pour permettre de comprendre ce qu'on fait. Et donc, au-delà, c'est pour ça que j'avais proposé le texte de Kjell Kittermans, qui est un collègue belge de l'Université de Gand, qui nous dit, au-delà de considérations très techniques, que c'est comment j'ai formulé mes objectifs, ou comment est-ce que le groupe est composé, est-ce qu'il y avait une meilleure manière de gérer tes élèves, etc. C'est un peu en arrière de ça, d'avoir un questionnement plutôt au niveau des croyances, des idées, des connaissances de la personne, de ses buts plus profonds, pour justement l'amener à réfléchir aux raisons, aux raisonnements qui sous-tendent son agir. Et ce même auteur nous dit que la réflexivité, c'est vraiment un élément clé du développement professionnel. Ça va permettre à l'enseignant d'agir de façon beaucoup plus délibérée, donc en connaissance de cause. Il sait ce qu'il fait. Et donc, potentiellement, ce sera plus efficace parce qu'il sera capable de rendre explicite son cadre interprétatif. Donc, comment il comprend les choses, qu'est-ce qui l'amène à agir de cette façon-là. Et donc, vous l'avez compris, c'est sûr que la posture, on l'a vu, de soutien, elle ressort, elle semble essentielle, mais on ne peut pas juste rester cantonné à cette perspective émotionnelle, affective. Si on veut aller plus loin, on doit, comme Soraya nous le dit aussi dans sa thèse, se focaliser sur le développement de processus cognitifs et métacognitifs chez la personne qu'on accompagne pour tenter de lui faire expliciter ses choix. Ses choix qui soient à la fois pédagogiques ou didactiques. Et comment, à votre avis? Alors là, c'est toute la question du comment. Il est certain que je pense qu'il y a différentes façons d'y arriver. On observe, et c'est bon d'observer beaucoup. Après, c'est de se demander qu'est-ce qu'on fait de nos observations. Les stagiaires, comme je l'ai dit un peu tantôt, mais vont être avides de connaître votre jugement, d'aller très vite dans qu'est-ce que vous pensez de ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est important de vraiment s'arrêter sur la notion de rétroaction. Et quand on parle de rétroaction, on est là c'est la même chose avec nos élèves. Quand on donne une rétroaction, on veut donner une information à la personne sur ce qu'elle fait pour tenter évidemment d'améliorer ce qu'elle fait. Et donc on va focaliser nos commentaires sur ce qu'elle fait, donc sur l'action, en vue d'un changement et dans une démarche constructive parce qu'on veut amener la personne à apprendre. Donc cette rétroaction, elle va pouvoir être associée, à mon avis, à votre accompagnement et avoir une grande importance justement pour confronter le stagiaire à ce qu'il fait, à son comportement et l'amener à verbaliser ce qu'il fait. C'est ça, c'est intéressant de se rendre compte qu'au moins on enseigne, au plus on procure du feedback, au plus on a des chances d'augmenter l'apprentissage chez nos stagiaires. Et vous êtes des catalyseurs de réflexion quelque part. Et donc, cette rétroaction-là, évidemment, on peut la faire de différentes façons. Bien souvent, on aurait une tendance à noter des faits puis à expliquer ce qu'on a vu. C'est intéressant de basculer ça et se dire, tiens, comment est-ce que je peux faire autrement? Mais évidemment, ça va nécessiter d'observer. Et quand on veut observer, j'aime cette image parce que quand on veut observer, on veut tout observer à la fois, on veut tout dire, on est en entretien de rétroaction, on a envie d'en dire un maximum. C'est intéressant de se dire, tiens, mais comment d'abord je vais collecter mes informations? Si j'y vais avec la vidéo, c'est sûr que je vais avoir envie de dire énormément de choses. Est-ce que je vais y aller juste avec mon rappel? Mais je me rappelle des choses, mais mon collègue ne va pas se rappeler de la même chose. Donc, comment est-ce que je prends mes infos? Qu'est-ce que je veux collecter? Quels sont les éléments essentiels, les points d'observation? Est-ce que j'ai des références, des grilles de critères? Puis je suis très à vérifier si tout y est ou bien on fonctionne autrement. Tout ça, c'est des questions que je vous pose. Mais comment est-ce qu'après on peut alors tirer parti de nos observations? Ça va être énorme. Parce que quand on observe, on a effectivement envie de tout dire. Alors ce que j'aime ici, dans la méthode, là j'y vais sur le plan très pratico-pratique, mais ce sont deux collègues au Québec, Sylvie Viola et Christian Dumais, qui parlent d'une méthode, la méthode esquivée, et qui dit, tiens, quand je fais des observations, puis vous le faites très probablement, mais je note les faits observés. Puis cette colonne-là, la première, on pourrait encore la diviser en deux. Je note ce que
fais le stagiaire, puis je note ce que font les élèves, par exemple. Moi, j'en ai fait beaucoup de la supervision de stage. On peut s'amuser même à faire le fil, à passer de l'un à l'autre, d'une colonne à une autre. Et après, de se dire, tiens, au lieu d'aller lui dire, tel élève à tel moment, tu l'as complètement négligé parce que tu étais focalisé sur des petits groupes et tu ne voyais pas qu'en fait, il y avait d'autres besoins dans la classe. Au lieu d'aller le dire au stagiaire, on pourrait lui poser des questions. Est-ce que tu as l'impression que tu as vu tout le monde? Est-ce que tu as l'impression qu'il y en a qu'un ou deux qui te restent en tête à l'issue de cette leçon? Et donc, on va aller basculer finalement nos observations par des questions et on va davantage amener la personne à se questionner. Et donc, cette méthode-là, bon, elle se fait en différentes étapes. On peut avoir une discussion et un questionnement avant une activité, aller observer en classe avec cet outil-là, simplement, puis analyser, transformer nos observations en questions. Et ensuite, on fait une rencontre, un entretien selon la méthode là. Donc là, on va passer de l'écoute de la personne stagiaire. On va d'abord partir de lui, sélectionner un ou deux éléments. Donc là, vous voyez qu'il y a une sélection qui se fait. On ne veut pas tout voir, tout dire. Sur base de quoi est-ce qu'on fait cette sélection? Ses objectifs de stage, ses principaux défis qu'on a relevés en amont, qu'on a pu discuter avec lui. Alors après, on questionne la personne stagiaire. On informe de ce qu'on a vu. On reste basé, comme je vous le disais, dans la rétroaction, beaucoup sur des faits, sur l'action, qu'est-ce que j'ai vu. Ensuite, on valide des aspects que la personne stagiaire a pu soulever. Puis, on peut élaborer un plan d'action avec le stagiaire. Et de cette façon-là, on responsabilise beaucoup en lui demandant de faire un bilan des échanges. Et tiens, maintenant, tu pars avec quoi? Avec quoi est-ce que tu repars? C'est quoi tes prochaines perspectives? Alors, notre visée, ce fameux praticien réflexif dont on parle beaucoup, je pense que c'est on veut amener nos stagiaires à être capables de décrire, analyser, examiner ce qu'ils font pour examiner l'efficacité de leurs actions, parvenir à créer, adapter leur propre modèle. Et pour ce faire, j'aime ça, c'est sûr que c'est peut-être un peu nord-américain, mais de se dire, d'avoir recours à une démarche structurée d'analyse, de résolution de problèmes. On est beaucoup dans la résolution de problèmes, mais de se dire, tiens, de cette façon-là, si j'adopte quelque chose de cet ordre, ici vous pouvez retrouver le cycle d'apprentissage de Kolb, où on va partir de l'action, on va faire un retour sur cette action, on va identifier les aspects principaux du problème, on peut amener de la théorie à ce moment-là, et puis on va être dans ok, j'ai cerné les éléments du problème, donc je peux maintenant penser à des méthodes alternatives, des solutions. Et je dirais, avant de basculer de action à méthode alternative, c'est important de passer dans ce retour. C'est en problématisant et en comprenant la situation que la personne va le plus apprendre. On le voit notamment dans les groupes de co-développement. Quand on prend du temps pour comprendre en profondeur une situation, la personne a parfois elle-même trouvé la solution. Donc, le fait puis ici j'ai mis des exemples de questions, j'en ai tout plein d'autres, mais vraiment pour vous montrer un peu comment, comme accompagnateur, formateur de terrain, on peut passer à travers ces étapes, mais amener finalement la personne à travers des questions, à travers le questionnement, à imaginer elle-même comment résoudre les situations qu'elle rencontre en classe. Et ce que j'aime bien avec cette approche-là, une démarche finalement très structurée, méthodique, c'est que, et c'est ce qu'on veut, c'est un jour de pouvoir se dire « je suis l'élève », on est là comme des personnes, et c'est momentané dans la vie d'un stagiaire, dans la vie d'un professionnel, mais le jour où je disparais, le stagiaire aura appris quelque chose qui risque davantage de lui rester, plutôt que tout apport théorique, mais une démarche qui, quelque part, si elle est bien entraînée, si elle est utilisée plusieurs fois, risque, ou en tout cas a des chances de perdurer au niveau de sa méthodologie de travail, quelque part, pour vraiment l'emmener à obtenir cette métacognition de façon beaucoup plus fréquente. Un autre outil, mais je ne vais pas m'étendre, mais c'est l'argumentation pratique. Ici, ce sont des questions, des types de questions qui permettent justement d'aller toucher plutôt ce qui est inconscient chez la personne, mettre en relation les savoirs chez lui ou des expériences, des théories, voir un peu qu'est-ce qui guide ses actions. C'est un dispositif qu'on peut utiliser en formation tout autant sur le terrain, mais pour amener l'enseignant à comprendre qu'en arrière de ce qu'il fait, il a des raisonnements. Ça fonde son action. C'était ces fameux
éléments qui constituent son cadre interprétatif, comme nous disait Kelchtermans tantôt. Mais c'est intéressant de voir finalement avec ça, tiens, est-ce que c'est une personne qui est davantage guidée par des théories ou par ses expériences personnelles? Est-ce qu'il y a des valeurs qui font en sorte que, par exemple, il est toujours attaché à réaliser les choses comme il le fait? Est-ce que tu agis toujours de cette façon-là? Donc, c'est de voir, de mesurer à quel point le contexte a une influence, par exemple, dans sa pratique. Eh bien, c'est parfois autre chose. Sur quoi est-ce que tu t'appuies pour dire ça? Parfois, c'est des vieilles idées. Donc, c'est intéressant, je trouve, d'identifier que le stagiaire, parfois, qu'est-ce qui est en arrière de ce qu'il fait. Et quand on touche à ça, on offre une prise de conscience chez le stagiaire, et on le sait, quand on est plus conscient de ce qu'on fait, on a une meilleure tendance à ne pas dérailler, ou en tout cas à pouvoir s'inscrire dans une démarche de développement professionnel. Je vais vous quitter, arrêter la conférence sur cette note. C'est un peu bizarre, la mire, là, mais c'est de garder en tête, de se dire que finalement, de toujours se demander si on contribue au développement professionnel de la personne qu'on a en face de nous. Ici, je parlais du débutant, mais si son expérience, si notre expérience comme formateur est au service ou au détriment des pratiques d'enseignement. Autrement dit, de se poser toujours la question, est-ce que la personne que j'ai en face de moi reste quelque part le maître d'œuvre de son propre projet professionnel? Parce que, comme on le disait tantôt avec les lacets, aider, c'est un petit peu ce qui vient aux lèvres des gens généreux. Je suis certaine que dans la salle, vous êtes tous des gens très généreux qui avaient envie de donner énormément. Mais est-ce qu'on est en train de soutenir la personne par le bas dans son développement professionnel? C'est quelque chose, je dirais que c'est intéressant de toujours se le rappeler, puis de garder en tête qu'on demeure... que c'est important de respecter le rythme finalement de la personne et ses objectifs professionnels. Voilà, si vous voulez, en lien avec les apports que je viens de vous donner dans cette troisième tranche là, de la conférence, il y avait ces éléments-là. Et bien sûr, toutes les références, vous les avez dans le diaporama.